Donc, il y a une question, c'est est-ce que faire une démocratie participative avant, c'est possible? Cette question, c'est vous qui nous l'avez posée quand on tracte. Moi, je sais que c'est les gens qui me demandent tout le temps. Ils me disent ah mais c'est super beau ce que vous proposez, mais c'est pas un peu idéaliste? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Il y en a même qui me demandent est-ce qu'on est légitime pour faire ça? Bon, je spoil la fin. La réponse est oui déjà. Mais bon, moi qui vous dis oui, c'est bien. Mais avoir justement des acteurs qui viennent nous expliquer pourquoi et comment ça marche, c'est mieux. Donc on met en place une série d'événements qu'on appelle Ma Commune Participative. Donc c'est le premier volet où on invite justement des élus locaux. Et on a choisi pour ce premier volet Saint-Médard-en-Jalles puisque c'est une ville qui a la même taille que Vanves en termes de population. À 30 000 habitants. Et on a la chance et l'honneur d'avoir Bruno Cristofoli qui est du coup élu sur une liste citoyenne depuis 2020 et qui va nous parler de ses communes participatives et de son retour d'expérience et donc on va en savoir plus avec lui. Donc pour le déroulé de la soirée, Bruno, tu vas nous faire une présentation d'environ 30 minutes, c'est ça? Ouais, c'est ça, je m'adapte un peu, tu me fais signe, parce que des fois je peux être bavard. Ok, et puis s'en suivra un moment d'échange, de discussion, parce que c'est aussi ça qui est important, de discuter. Et évidemment, il y a un petit verre de l'amitié avec des choses à grignoter par la suite. Donc, Bruno, je vais te laisser la parole. Je vais te lancer sur une question. Parce qu'on a fait venir des gens en leur disant on va parler de commune participative. Donc, dis-nous peut-être pour toi, qu'est-ce que c'est une commune participative? Ouais, alors d'abord, merci. J'en ai un. J'ai eu droit, moi, micro-cravate. Donc merci d'abord pour l'invitation. C'est tombé que moi je venais, dans le cadre de mon travail, je venais travailler sur Paris là pendant 3 jours, et donc on a réussi à monter ça, et c'est chouette d'avoir pu caler cette date. Qu'est-ce que c'est une commune participative? Alors, je vais essayer de vous dire ce que moi je pense. C'est un peu des slogans et tout ça, mais pour moi c'est des gens qui considèrent que le politique c'est l'habitant. Voilà, on considère que tout le monde est politique. Tout le monde fait de la politique, et le politique, c'est l'habitant, et il faut redonner son sens au mot politique, c'est un très beau mot, c'est la vie de la cité, voilà, et donc tout le monde est politique. Et que dans ce cadre-là, à partir du moment où tout le monde est politique, l'élu est un animateur de la vie politique. Et pour moi, l'élu revient à son rôle, qui est d'animer cette vie politique. Voilà, c'est un peu ça mon postulat de base. C'est aussi des communes qui considèrent qu'il faut, comme c'est pas ce qui se passe actuellement, d'une manière générale. Alors attention aux généralités, cependant. Et puis c'est de moins en moins vrai, parce qu'il y a des communes justement qui changent un peu les choses. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a réduit la démocratie à un vote. Et donc, bien sûr qu'on est en démocratie en France, encore heureux, c'est quand on voit tout ce qui se passe un peu partout. Mais est-ce que c'est réellement ça, la démocratie? Est-ce que la démocratie, c'est juste un vote où on dit à des gens, faites au mieux, et puis si on n'est pas content, dans 6 ans, on votera pour d'autres? Voilà, c'est pas ça la démocratie. Enfin, en tout cas, c'est pas ça pour moi. La démocratie, pour moi, c'est comment on construit ensemble la vie, comment on prend des décisions collectives, comment on fait émerger des idées, des propositions, des choses comme ça, et qu'on sort de cette posture de se dire l'élu, il est là pour tout décider. Et pour moi, l'élu, il n'est pas là pour tout décider. Voilà. L'élu, il porte des convictions, en revanche. Et donc, il va construire avec les autres. Et il porte plein de choses. Quand Pierre, il dit bonjour à toutes, tout à l'heure, et que bonjour à toutes, c'est qu'il porte des convictions. Oui. Sur la place de la femme, sur tout ça. Hein, si je pense que c'était le message que tu portais à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et donc, c'est des communes qui se disent, prenons le pouvoir pour le partager. Ça a été un peu un des slogans de beaucoup de communes participatives, et c'est le slogan c'est le titre du livre qui vient de sortir, qui fait 290 pages, qui est un rapport autour de justement des villes participatives, 66 communes qui ont été étudiées, où il y a eu des interviews, essayer de comprendre ce qui se passait. Donc moi ce que je vous propose, c'est d'abord de vous parler un tout petit peu de moi, juste pour que vous compreniez d'où je parle. Vous parler un peu de ce qui se passe dans les villes et villages depuis 2020, dont Saint-Médard bien évidemment, et d'établir un peu, alors c'est un peu présomptueux de dire ça, hein, mais en tout cas ce que avec Fréquence Commune, parce que moi je suis un des fondateurs de Fréquence Commune, qui est une coopérative qui accompagne des communes participatives depuis 2020, ce qui sont selon nous un peu les clés de la réussite de cette démocratie locale. Voilà, quelques marqueurs.
Voilà, c'est en tout cas ce qu'on a nous modélisé un petit peu. Et puis après se dire qu'on peut faire autrement et qu'on peut donner du pouvoir d'agir aux citoyens dans nos communes. Alors vite fait, tac, moi je suis Bruno Cristofoli, donc voilà, je me demande, j'ai toujours aimé ce t-shirt là, est-ce qu'on est des moutons ou pas? Voilà. Donc je suis venu à Saint-Médard-en-Jalles il y a quelques années, en 99, pour mon travail. Voilà, Saint-Médard, on fabrique des poudres explosives pour propulser des fusées. Et assez vite, moi je me suis intégré par le rugby. Voilà, j'ai le même que celui-là, vous voyez, Saint-Médard Rugby Club. Très beau club de rugby, excellent. Et donc voilà, c'est entre le boulot, les enfants qui étaient tout petits, le rugby, je suis très vite intégré avec mon épouse à la commune et ainsi de suite. Et puis en 2008, parce que je devais devenir manager du club de rugby, puis ça s'est pas fait, puis il y a eu un changement de président, enfin des histoires. Et donc il y avait le maire qui était dans les tribunes. Je lui dis tiens, mais moi si j'aime cette ville, là c'est en 2007. Je lui dis si vous cherchez un élu. Quelqu'un sur la liste, ça peut m'intéresser. Voilà, 7 mois après, il m'a appelé, il m'a dit Bruno, je pense que ce serait bien que tu sois sur ma liste. Voilà. Je vais parler de Serge Lamaison, qui était mon maire à l'époque, qui a été maire pendant 31 ans. Je le taquine un peu, mais je l'aime bien au fond. Mais c'était quand même un maire à l'ancienne. Très, très à l'ancienne. Voilà. Dans son fonctionnement, justement, par rapport à ce qu'on connaît. Donc j'ai été élu en 2008, je suis devenu adjoint de quartier. Et pendant 6 ans, j'ai fait des choses avec les habitants parce que c'est ce qui m'intéressait. On a fait des trucs, mais en gros, on m'a assez vite fait comprendre. Tu t'occupes un peu des conseils de quartier et voilà, vous mettez 2-3 pots de fleurs et ça sera pas mal, quoi. Voilà. Bon, là encore, je caricature, mais globalement, c'était plutôt des petites choses. Et, on a fait des trucs sympas, mais voilà. Et en 2014, il a voulu se représenter. On a perdu les élections. Et c'est là qu'avec des amis, on s'est dit, mais comment on pourrait inviter les gens à se réinvestir, à se réintéresser à la vie de la commune. Moi, j'étais élu d'opposition à ce moment-là, puisqu'on avait perdu les élections. Et on a créé un collectif qui s'appelle les Girafes Diagonales Citoyennes. Voilà. J'en parlais à Emmanuel. Et c'est pour ça que j'étais content en arrivant. J'ai vu un truc qui s'appelle la girafe. Avant, voilà. Et donc, avec les girafes, on a fait plein de trucs. Et il s'avère que j'en parle à une copine qui me dit, mais il y a quelqu'un qui a écrit les zèbres. Incroyable. Et c'est Alexandre Jardin qui a fait un bouquin très intéressant. Et quand je feuillette ce bouquin d'Alexandre Jardin, vers les dernières pages, c'est plein de petites histoires de gens qui ont fait des choses. Je tombe sur Joe Spiegel. Joe Spiegel, qui est le maire de Kingersheim, qui a été maire de Kingersheim pendant plusieurs années. Et Joe, il venait à Bordeaux pour une conférence depuis Mulhouse. Et en fait, il a accepté d'être le parrain des girafes. Et c'est important, je l'ai mis parce que c'est lui qui m'a entraîné dans des choses autour de la démocratie, de la belle démocratie, une asso et tout ça, et voilà. Donc Joe, c'est quelqu'un d'important dans mon histoire. Et donc moi, je suis élu d'opposition à ce moment-là, et je dis à mes copains qui étaient élus d'opposition avec moi, beaucoup de gens encartés et tout ça, j'étais encore au PS à ce moment-là, et je leur dis, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On propose des choses, on fait des trucs. Ils m'ont dit non, on est l'opposition. Et donc, on est plutôt contre. Mais je dis comment ça? C'est pas parce qu'on est l'opposition qu'on est contre. Enfin voilà. Et je dis quand ils font des trucs bien, qu'est-ce qu'on fait? On dit rien. Et là encore, je caricature volontairement. Mais souvent c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs le terme opposition, il m'exaspère au plus haut point. Pourquoi on doit s'opposer? On défend d'autres choses, on défend d'autres valeurs. Moi je préfère le terme minorité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de cette notion de minorité. Et nous on est dans un système où ceux qui, avec le système tel qu'il est fait, ceux qui pensent un peu différemment, ils sont relégués. Et pendant 6 ans, ils vont rien faire. Voilà. Je trouve ça d'une bêtise absolue. Voilà. Alors après, faut avoir envie de faire et ainsi de suite. C'est un autre débat, mais voilà. Donc je suis rentré à la belle démocratie à ce moment-là. Ah oui. Et donc à partir de là, j'ai quitté le PS et j'ai dit au conseil municipal, à partir de maintenant, vous aurez Bruno en face de vous, un citoyen. Voilà. Et rien de plus. Donc j'étais 6 ans tout seul. J'avais 540 caractères dans le journal municipal. C'était mon moyen d'expression. C'était bien, un petit truc. Voilà. Et alors avec les girafes, on fait le maire, il veut refaire la place de la ville, la place de la République, comme chez vous là. Nous on se dit avec les girafes, c'est l'occasion de demander aux habitants de faire vivre ce qu'on aime, quoi. Et on fait un sondage, on a 683 avis, enfin un truc incroyable, quoi. On va à la réunion publique et là ils se moquent de nous avec nos 683 avis.
Pour eux, c'était juste une concertation obligatoire et basta. Ils avaient déjà décidé ce qu'ils allaient faire sur cette place de la République. Et donc, on s'est dit, bah, puisque c'est ça, on va le faire nous-mêmes, et on a créé un autre collectif, Saint-Médard-en-Jalles demain, puisque les girafes existent toujours. Et voilà. Et moi, je me suis senti libre à ce moment-là, parce que j'ai découvert plein de choses autour de l'intelligence collective, de la gouvernance partagée, des façons d'échanger, de prendre les décisions collectivement, autrement. Voilà, ça a été, à titre personnel, un voyage important. On a été aux élections en 2020 avec Saint-Médard-en-Jalles demain. Je vous passe le Covid et tout ça. Nous, on a fait 17%. Le maire actuel, Stéphane Delpera, un maire socialiste aussi, enfin qui était à Génération à ce moment-là, a fait lui, ils ont fait 28%. Et donc, on allait nous se retirer et il y a eu le Covid. Et donc, on a pu prendre 3 mois pour créer un contrat de coopération. Donc, on a créé un contrat pendant 3 mois et ce contrat nous a amené à nous présenter ensemble, à gagner finalement la commune. Et un petit exemple, j'ai mis cette affiche volontairement, c'est que souvent, quand on élit un maire, il n'y a que lui, et souvent c'est un homme, voilà. Quand on élit un maire ou une maire, souvent il n'y a que lui sur l'affiche. Voilà. Nous, on a dit, c'est une ligne rouge, il faut qu'il y ait tout le monde sur l'affiche. Tous les conseillers municipaux, ils sont sur l'affiche. Alors on peut mettre le maire un peu plus gros et tout ça, bien évidemment, c'est pas, enfin la tête de liste, c'est pas un problème. Mais pourquoi il y en aurait qu'un? Voilà. Pourquoi il n'y aurait pas tout le monde? Et là, c'est Cécile qui était notre tête de liste à nous, en tant que citoyenne. Voilà. Et donc, je suis rentré, après, on a créé Fréquence Commune avec les copains, et depuis, il y a Action Commune qui s'est créée, qui est le réseau des communes participatives. Voilà, ça c'était pour vous... Alors, je vous dis 2 mots de Fréquence Commune, parce que c'est de là que, finalement, beaucoup de choses sont parties. Donc, Fréquence Commune, c'est une SIC, une coopérative. Donc, on dépend de l'économie sociale et solitaire, à but non lucratif, et c'est géré par ces sociétaires, avec différentes catégories de sociétaires. Et là, vous avez une photo de 10 de Fréquence Commune, plus d'autres qu'on a formés là, pour justement aller accompagner le plus de communes en 2026, pour aider les communes à pouvoir s'organiser, enfin, tout ce qu'on peut aider, comme ce que je fais ce soir. Donc on veut soutenir les habitants qui réinventent la démocratie locale en France, et on a une espèce de feuille de route comme ça. Dans notre mission, on a dit qu'on voulait accompagner, mais qu'on voulait aussi raconter ce qui se passe, c'est l'objet du rapport, et mettre en commun. Mettre en commun, ça a été l'objet de rencontres qu'on a commencé à créer en 2021, 2022, et c'est là que s'est créé le réseau Action Commune. Voilà. Ici, vous avez les rencontres 2024 qui étaient à Vaour. Il y avait certains d'entre vous qui y étaient. C'était trop bien. 500 personnes dans le Tarn. Et 2025, 21 au 24 juillet, je le dis tout de suite, août, 21 au 24 août, à Poitiers. Donc on va passer du petit village Vaour à la ville de 90 000 habitants, Poitiers. Mais ce qui se passe à Vaour, c'est aussi chouette que ce qui se passe à Poitiers, et inversement. Voilà, ça c'est un peu le réseau des communes qu'on a accompagnées, vous voyez, enfin le réseau, une photo un peu de toutes les communes qu'on a accompagnées, donc il y en a un petit peu partout. À un moment, on avait regardé si ça ressemblait à la carte du RN, tout ça. Bon, il y avait quelques similitudes, mais pas de similitudes dans l'autre sens, en opposé, vous avez compris. Donc voilà, ça c'est ce que je vous ai dit, accompagner, mettre en réseau et raconter. Et en fait, nous, ce qu'on a fait depuis 6 ans, on a beaucoup fait de séquences démocratiques, ce qu'on appelle, nous. C'est-à-dire, c'est des temps, en fait, où on va essayer, sur un sujet précis, de voir comment on peut décider avec les habitants. Piétoniser, ouvrir un tiers-lieu, l'avenir d'une station de ski, qu'est-ce qu'on fait de la piscine municipale à la crèche, voilà, ce genre de choses. On a un petit peu aidé certaines communes à bosser sur un budget démocratique. Je parle pas d'un budget participatif, là. Je parle du budget de la commune. Voilà. Budget démocratique, budget participatif, c'est gadget. Voilà. C'est intéressant parce que ça permet de se rôder à des choses et tout ça, de prendre des décisions collectivement, mais c'est quand même, beaucoup de villes, c'est le participatif washing, hein. Il fait un petit budget participatif. Il s'occupe de 1,5% du budget de la commune, les habitants. Ça suffit. Voilà. On a beaucoup travaillé sur le tirage au sort parce qu'une des vraies questions, c'est la mobilisation. Comment on va chercher des personnes qui se sentent pas légitimes pour participer. Comment on évite les TLM, là, toujours les mêmes. Et c'est pas méchant quand je dis ça, parce qu'on a besoin des gens qui ont envie de participer et tout ça. Mais comment on va chercher les autres? J'ai entendu dire comment on va chercher les gens du plateau, chez vous peut-être, voilà, parce que les gens, ils vont... Roger, il m'a parlé
du plateau, tout ça. On a aussi travaillé sur des instances démocratiques, des choses un peu plus pérennes tout au long du mandat, on en dira un mot, et puis des assemblées citoyennes comme à Poitiers. Voilà. Nous, ce qu'on essaye, à chaque fois qu'on accompagne des communes, on essaye de s'assurer de la sincérité et du lien à la décision. Parce que c'est ça la vraie question. C'est quoi le lien à la décision? Est-ce que c'est juste pour consulter les habitants, et basta, et après on fera ce qu'on veut, ou est-ce que c'est vraiment qu'on veut faire participer les habitants à la décision? Et qu'on ne part pas du principe que où on accepte de dire, bah, c'est pas forcément, on va peut-être faire ce qu'on n'avait pas imaginé. Mais c'est trop bien de faire ce qu'on n'a pas imaginé. Voilà, à partir du moment où ça convient et où ça va. Voilà. Et puis les gens, ils savent, hein, c'est les experts d'usage. C'est pour ça qu'il faut bosser avec eux. Donc, c'est mettre l'intelligence collective vraiment au service de tous nos projets. Et nous, on fait vraiment du travail associé. L'idée, c'est vraiment de se dire, on associe, on mélange dans des groupes des habitants, des experts, des agents, parce qu'il ne faut pas les oublier, les agents de la commune, et des élus. Voilà. Et c'est tous ces gens-là qui bossent ensemble. À Saint-Médard, on a fait une convention citoyenne. Moi, je suis pas trop pour les conventions citoyennes, mais le maire voulait absolument. Donc, on a fait une. C'était chouette, c'était super chouette. Mais on faisait bosser que des habitants entre eux. Comme la convention citoyenne pour le climat. C'est que des gens qui ont bossé entre eux. Et après, les élus, ils font la gueule parce qu'ils disent, eh ben nous, alors, on peut pas jouer avec vous. Vous voyez, c'est un peu ça le truc. Voilà. Puis on essaye de faire des accompagnements le plus sur mesure. Pour les communes, ça pérennise le rapport à la décision, ça permet de passer d'intérêt personnel à de l'intérêt commun, ça permet de monter en compétence les habitants, les élus, les agents, enfin c'est vraiment ce que nous on a regardé. Et puis le circuit de décision, il est beaucoup plus propre et plus clair. Voilà, on décide collectivement, une fois qu'on a décidé, on le fait. Je vous passe Action Commune parce que vous irez voir et je dois rester dans la demi-heure, donc c'était pour dire, voilà. Alors, quelques repères sur les listes participatives. D'abord, il y a des bouquins qui en parlent. Il y a le rapport qui vient d'être fait, mais il y avait aussi ce bouquin qui était vachement intéressant, là, des citoyens à la conquête des villes. C'était un bouquin qui avait été fait après les élections. C'est Guillaume Gourgue, notamment, qui avait écrit ça, et puis Myriam Bachir, qui travaillait avec nous, qui est du CNRS, qui travaillait avec nous à Fréquence Commune. Voilà, il y a des choses intéressantes là-dessus. Et alors souvent, les listes participatives, elles ont quelques critères. C'est souvent une jeunesse qui est portée, ça aurait été mieux, non? Ouais, bon, désolé. Une jeunesse portée essentiellement par des habitants en dehors de l'influence des élites politiques locales. C'est plutôt des gens, il peut y avoir des gens encartés dedans, c'est pas un problème, mais c'est plutôt des gens qui se regroupent en tant qu'habitants et qui se posent des questions en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut changer les choses, et ainsi de suite. Un programme électoral co-construit, travaillé avec la population, grâce à un travail de mobilisation citoyenne, un souci de ne pas réserver des places éligibles aux membres les mieux dotés en ressources, qu'elles soient politiques, sociales, économiques, culturelles. Voilà. Nous, on a tiré au sort des gens sur notre liste municipale. Voilà. Alors, on n'a pas dit, vous êtes tiré au sort, vous êtes sur la liste. Il fallait qu'ils acceptent, qu'ils signent une charte et tout ça. Mais globalement, on a tiré au sort des gens. Voilà. Et pour avoir de la diversité. Et notamment, on a tiré au sort 5 jeunes de moins de 25 ans. Parce qu'on considérait que c'était essentiel d'avoir des jeunes pour travailler sur ces sujets. Et puis, c'est des gens, voilà, une ambition de réforme démocratique des institutions et du pilotage de l'action publique. Alors, en 2020, on a créé une boussole. Je vous ai parlé de la belle démocratie tout à l'heure. Et au départ, les gens qui avaient fait ça après Saillant, vous connaissez Saillant, voilà. Après Saillant, ils s'étaient réunis, ils avaient évoqué un label. Un label comme label rouge, là. Voilà. Et puis ils se sont dit, mais qui on est pour dire celui-là il est plus démocratique que celui-là ou tout ça. Et donc c'est devenu d'un label démocratie, BE2LE, c'était beaucoup plus sympathique. Et donc avec label démocratie, à partir de choses qu'on avait travaillées, on a commencé à bosser sur une boussole. Et cette boussole démocratique, elle a plusieurs axes. C'est-à-dire, c'est pas de candidats prédéfinis, c'est des choses, voilà, autour de plein de choses. C'est l'ancienne version, c'est pas celle que vous trouvez dans le guide. J'en ai amené 2 des guides là d'action commune. Voilà. Et ça, pour vous montrer, alors, c'était aussi un argument de campagne, hein, au bout d'un moment. Mais c'était notre analyse du fonctionnement démocratique des différentes listes qui se présentaient en 2020. Donc ça, c'est nous. Voilà, c'est tout. Non, mais vraiment, sur les 6 éléments de la boussole telle qu'elle avait été définie, ben, on était là. Pas de programme prédéfini, nous, on n'avait pas de programme prédéfini, ainsi de suite. Ça, c'était le maire en place.
Voilà, 1% de surface démocratique. Ça, c'était la liste de gauche avec laquelle on est associé, Stéphane Delpera. Mais c'était parce que dans leur fonctionnement, dans leur pratique, voilà, il y avait des choses qui faisaient ça. Et alors ça, c'était chelou, parce qu'en fait, c'était un Macron déguisé. Voilà, et qui s'est très mal conduit au deuxième tour en plus. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire, voilà, c'était un petit truc qui était intéressant à regarder. Et si vous allez voir là-dessus, sur ces éléments de la boussole qui donnent juste des indications vers peut-être une étoile ou un truc comme ça, mais qui disent pas il faut faire ci, il faut faire ça, chacun fait comme il veut. Voilà, c'est pas un problème. Mais en gros, les grands principes quand même des listes participatives, c'est le programme d'abord, le projet avec la population. Et souvent, plutôt que parler de programme, on va parler d'orientation. Voilà, parce qu'on va éviter les promesses, les fameuses promesses électorales, vous connaissez toutes celles-là. Une fois qu'on a bâti le programme avec la population, la liste, et une fois qu'on a fait la liste, la tête de liste. Voilà, c'est un peu souvent le triptyque sur lequel travaillent les listes participatives. Mais là encore, il n'y a pas de règle. Il y a des fois, il y a des endroits, la tête de liste, c'est évident. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui ceci, qui cela, pourquoi pas? C'est pas un problème. Voilà. Donc c'est juste cette boussole, une espèce d'étoile. Donc il y a une boussole revisitée par Action Commune. Ouais. Donc c'est 7 critères, c'est ça? Non, il y avait 6, oui c'est ça, il y avait 7 critères là qui étaient... Rapidement, c'est... Ouais, c'est des critères autour, pas de programme prédéfini, pas de candidat prédéfini. Voilà. Si vous commencez à avoir des candidats déjà prédéfinis au mois de mars, qu'est-ce que vous faites des gens super que vous allez rencontrer en décembre et tout ça? Ils n'ont pas le droit d'être sur la liste? C'est un peu bête. Voilà. Pas une imposition des partis politiques. Voilà, vraiment un travail avec les citoyens. Je vois plus, je suis désolé. Attends, si je le regarde là, j'ai fait bien. C'est ça quand on vieillit. Renouvellement des élus. Essayer de faire en sorte de renouveler le plus possible des élus. Ouais, engagement anti-corruption, c'est l'avant-dernier. Une contribution locale hautement démocratique, c'est-à-dire vraiment une ambition d'un projet de participation avec les habitants. Et il y en a un que je vois pas. Démission, ah oui, démission de tout autre mandat en cas de victoire à l'élection. Ouais. Pas de cumul. Voilà, c'était ça un peu les critères. Pas de cumul des mandats. À la Bayrou, par exemple, vous voyez, je suis Premier ministre, mais je reste maire de Pau, tranquille, tout va bien. Voilà. Ça, c'est sur la foi de ce à quoi s'engagent les représentants des listes? Non, c'était plus des intentions qui ressortaient un peu partout. Donc voilà, c'est une boussole, ça vous donne un peu un repère. C'était pas de l'engagement. Après, chaque collectif va définir ses propres engagements, sa charte des élus, voilà. Nous, on a défini une charte des élus à un moment donné qui reposait une grande partie de ça, mais d'autres choses aussi, et ainsi de suite. Ça, je vous montre ça, c'est super important parce que c'est le schéma municipal qu'on a modélisé à force d'accompagner des communes. Ce qui se passe souvent dans les communes, et Pierre, tu es au conseil municipal, donc tu vois un peu ce qui s'y passe. Enfin, tu vois qu'une partie, tu vois le fameux conseil municipal. Vous savez que ça sert à rien, le conseil municipal. Hein. Tout est décidé avant, vous êtes au courant, ça, j'espère. Hein. Il n'y a rien qui se décide dans un conseil municipal, hein. C'est juste un théâtre. Où l'opposition essaye tant bien que mal de raconter quelques trucs pour... en plus, quand il y a le journaliste qui est là, comme ça peut permettre d'avoir quelques infos. On espère qu'il y a 50 citoyens qui vont regarder sur le site, si jamais il est filmé. Vous, il n'est pas filmé en plus, bon voilà. Mais sinon, tout est décidé avant. Voilà. Et alors, ce qui se passe dans les communes, classiquement, c'est que ici, alors prenez pas ça là pour l'instant, classiquement dans les communes, ici, il y a une espèce de bureau. Et dans ce bureau, il y a le maire, et il y a souvent 2-3 adjoints. L'adjoint aux finances, un autre qui est très proche, un autre retraité qui est dispo, voilà. En général, c'est comme ça que ça se passe. Éventuellement, il y a tous les adjoints, éventuellement. À Vanves, si j'ai bien compris, vous êtes 35 élus. Et donc de la majorité, 25 ou 26, c'est ça? 27 même, voilà. Donc, vous voyez, quand je vous dis, il doit y avoir 10 adjoints, c'est ça? 13 adjoints, avec les adjoints de quartier. Oui. Ah oui, c'est pour ça. 10 voilà. Plus 3. 10 plus 3. Donc en général, il peut y avoir les 10 éventuellement, là, souvent c'est comme ça que ça se passe. Mais les autres, ils sont pas dans le bureau. Ils sont pas dans le bureau. Les autres, ils vont venir ici, dans les commissions municipales, qui ne servent à rien également, c'est juste en général dans les villes, notamment les grandes villes, c'est juste un temps où on présente à l'opposition les délibérations.
Je sais pas comment c'est avant, mais c'est exactement ça, voilà. Et surtout... On a accès aux services. Oui, et puis il y a les services. Il y a les services qui sont là. Ça peut permettre un peu d'échanger, voilà. Mais ça dure, ça va assez vite, hein, les commissions municipales en général. Il y en a 5 minutes. Voilà. Très bien. On s'est pas consulté avant. Hein. Et après, on compte surtout sur les élus pour voter ce qui va se décider au conseil municipal. Mais en gros, toutes les décisions, elles se prennent là. Elles se prennent dans le bureau du maire. Voilà, elles se prennent au niveau du bureau du maire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans des villes classiques, la grande majorité des élus ne participent pas réellement aux décisions. Parce que c'est le fonctionnement qui est organisé comme ça. Et ce qu'ont réussi à faire les communes participatives, c'est qu'elles ont fait péter ça. Et donc, elles ont créé ici quelque chose qu'on appelle plutôt un groupe majoritaire, où là, on retrouve l'ensemble des élus de l'équipe majoritaire, plus éventuellement des citoyens, si jamais on veut les faire venir, et là, on parle politique. Et c'est là qu'on prend les grandes décisions pour la commune. Et on laisse ici, là, l'exécutif. C'est-à-dire, les grandes décisions, elles sont prises là, elles sont plus prises là. Et après, ici, on va exécuter, en revanche. C'est-à-dire, on va mettre en œuvre. On va faire en sorte que tout ça se mette en mouvement et fonctionne. Pourquoi on va le faire là? Parce que là, on va bosser avec le DGS et avec le directeur ou la directrice générale des services et toutes les agents de l'équipe municipale. Voilà. Et donc, on a séparé, en fait, le politique de l'exécutif. Et c'est un modèle qui vraiment est pertinent parce qu'il permet que tout le monde, demain, le collectif là que vous formez ou que vous allez former de plus en plus grand, son ambition, c'est de prendre les décisions ensemble. Voilà. Donc pourquoi tout d'un coup, quand on arriverait à la mairie, on continuerait pas à faire ça? Et même, on veut prendre des décisions avec la population. Mais déjà, dans l'équipe municipale, il faut s'organiser suivant les principes qu'on prône. Parce que si tout d'un coup, on fait complètement différent à la mairie, ça n'a pas de sens, quoi. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est un peu un modèle, à force de travailler avec des communes et tout ça, qui nous semble être un modèle assez pertinent. Et ici, là, vous pouvez faire des groupes de travaux, des GT là qui vont travailler sur des sujets où il peut y avoir des habitants et tout ça, et à un moment le groupe de travail va remonter un peu ce travail qu'il a fait là, et puis on va prendre des décisions là pour le coup politiques. Est-ce qu'on fait un centre de santé? On va pas le décider là, on va le décider là. Voilà, parce qu'il n'y a plus de médecins avant, parce que ceci, parce que cela, ou que les gens ils trouvent plus de médecins, on peut décider de faire un centre de santé avec des médecins payés par la commune. Ça existe. Nous on l'a fait à Saint-Médard. Voilà, c'est une décision à un moment qu'on a pris. Ça va? Ce que je raconte, c'est pas trop... voilà, vous me dites hein, si je raconte. Ouais, j'ai bientôt fini, je pense. Et en gros, ça veut dire quoi, ce que je vous raconte? Ça, c'est avant de penser à faire de la participation avec les habitants, une fois que vous serez élu, ça sera de penser quand même à votre fonctionnement de l'équipe municipale. Parce qu'une fois que le fonctionnement il est lancé, c'est dur d'y revenir. Et notamment, il faut réfléchir aux délégations. Comment on fait des délégations pour les élus, pour qu'ils puissent échanger entre eux, pour qu'on garde des groupes d'élus qui participent à différents projets ensemble, et ainsi de suite, et qu'on ne fait pas des silos. Parce que si vous faites des silos, ben, qu'est-ce qui se passe? L'élu, son seul truc, c'est d'aller voir le maire. Et d'essayer de faire que son projet à lui soit retenu pour le prochain budget. Et donc, on fait en sorte, ça finit par que les élus se mettent en concurrence les uns avec les autres, ce qui est un peu dommage. Alors que la question, c'est de savoir si on doit faire des projets pour les habitants, pour la commune, pour nous tous. Enfin, voilà, on est aussi habitants. Voilà. Donc des schémas de participation, en revanche, avec les habitants, il y en a plein. Ça, c'est celui de Saillant. Saillant, trop fort, ils sont trop forts. Ils ont perdu, mais ils savent pourquoi ils ont perdu. Et voilà, ils sont trop rigolos. Ils avaient fait des trucs incroyables à Saillant. Ils avaient un comité des sages, ils avaient fait des groupes d'action, projets, des choses incroyables. Ils ont fait plus de 500 réunions publiques en 6 ans. Mais après, tout le monde venait les voir, la presse, les machins, les gens, ils en avaient marre. Et puis, à un moment, il fallait travailler le PLU. Alors, dans une ville normale, classique plutôt, pas normale, classique, ou une collectivité de communes classique, on dit « Ouh là là, le PLU, on va pas travailler ça à 1 an des élections. Hein. » Et donc à Bordeaux, par exemple, comme on n'a pas réussi à le faire dans le précédent mandat, à la métropole de Bordeaux, ils ont dit « Ouh là là, c'est casse-gueule ça, le PLU 2027. » C'est comme ça que ça se passe. À Saillant, il faut faire le PLU, ben on y va, allez. En 2019, ils ont fait le PLU en 2019. Et donc là, forcément, vous rentrez dans des tensions, des machins, parce qu'il y a de l'intérêt personnel après un PLU, vous voyez. Mais ils ont fait décider le PLU par des habitants. Voilà. Ils ont vraiment poussé des choses et c'est super bien.
Kingersheim, dont je vous parlais tout à l'heure, eux, ils avaient un groupe de citoyens, un conseil communal de la démocratie qui mettait à l'agenda les projets. Et donc... Oh, wow. Ça, si. Ah, vous avez vu, elle est bienveillante, la démocratie. Faut retourner la situation. Ouais, Assaillant, c'était trop bien. Donc, mise à l'agenda par un groupe de citoyens et d'élus. Après, réunion d'information. Et après, on lance un conseil participatif pour travailler le sujet. Assaillant, par exemple, ils ont défini tous ensemble le fait qu'ils allaient faire une mosquée. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai des sujets qui sont forts, quoi. Hein. On va bosser avec les habitants, on bosse pas sur une épicerie solidaire, on bosse sur Kingersheim. Ouais, voilà. Donc vraiment un sujet super intéressant, la façon de travailler avec Kingersheim. Puis il y avait un autre modèle qu'on regardait beaucoup en 2019, tout ça, c'était Los Angeles, avec Jean-François Caron à côté de Lille. Et Los Angeles, eux, c'était plus sur l'investissement des citoyens dans la participation. Ils avaient un système 50-50. C'est en gros, la mairie mettait des sous pour faire un projet, mais les habitants faisaient le projet. En gros, je caricature un peu, mais les gens mettaient... Parce que c'est aussi ça, la participation citoyenne. Souvent, on intellectualise, on pense à des réunions, à des machins, mais c'est aussi faire des chantiers participatifs, construire ensemble quelque chose. Enfin voilà, ça peut aussi être ça, la participation citoyenne. Alors, je vous parlais de Saint-Médard un tout petit peu. Donc, on est arrivé à Saint-Médard. Moi, je suis en charge de la vie démocratique de la commune et de la participation citoyenne. C'était mon credo, là, et tout ça. Et donc, on a créé un schéma de participation trop bien. Mais un peu trop bien. Enfin, ou trop complexe. Tac! Vous avez vu la maison de la citoyenneté. Voilà. Et avec toute une logique, avec des choses autour de la commune, des choses autour des quartiers, une envie de bosser le PPI, la programmation pluriannuelle des travaux. Vous savez que, je ne sais pas si vous savez, dans une commune, la première année, on va décider de tous les travaux qu'on va faire pendant le mandat. Et une fois qu'on a décidé ça, une fois que la PPI elle est décidée, en gros, on ne va pas changer grand-chose. Voilà. Il n'y a pas des choses... Alors des fois, il peut y avoir un truc particulier qui arrive et qui va changer les choses. Mais globalement, on a une ligne qui va se tenir. Voilà. Et donc, c'était un peu complexe. On avait beaucoup bossé avec le pacte pour la transition. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui connaissent le pacte pour la transition, peut-être ici. On avait tous signé le pacte pour la transition. C'est vraiment quelque chose qui était assez fort, porté par le CEC. Voilà, donc ça ressemblait à ça, notre participation. La maison de la citoyenneté, on l'a construite. Elle existe. Et donc, il y a un endroit à Saint-Médard où on peut se réunir, on peut venir faire de la participation. C'était une inspiration de Kingersheim. Et aujourd'hui, en fait, au bout d'un an ou deux, notre schéma de participation, il s'est allégé, simplifié un peu, et donc on a notre maison de la citoyenneté qui est aussi maison des assos, et on a défini un certain nombre d'instances de participation, un conseil citoyen qui a différentes missions. Allez, je vous en dis un petit mot. Donc le conseil citoyen, en fait, on a défini ça, on lui a donné 3 missions. D'abord, il voit toutes les délibérations, et il peut réagir aux délibérations, mais il les voit juste, quoi, comme les élus d'opposition. Pas beaucoup plus que ça. En revanche, c'est lui qui choisit les projets du budget participatif, puisqu'on a un budget participatif. Et donc, c'est les habitants, le conseil citoyen, sur la base de critères de bien-être, de bien commun, d'utilité sociale, de résilience, qui choisissent les projets du budget participatif. On fait faire un vote par les habitants, mais c'est juste un vote consultatif. Donc, c'est expliqué, hein, voilà. Moi, je supporte pas les projets qu'on choisit comme ça avec un vote et juste on va voter pour un truc parce que ça parle des abeilles et que ça a été posé par le petit Kevin. Vous voyez, c'est pas très... C'est bien, non, mais le projet il peut être super, mais on n'en sait pas beaucoup, quoi. Voilà, c'est important que les gens ils en sachent un peu plus pour prendre une décision sur quelque chose. C'est pour ça que je vais vous amener un truc qui est important pour nous. On a fait une convention citoyenne, qu'est le Saint-Médard en 2040. On a bossé sur un conseil local de la vie associative qui marche plutôt bien, un conseil des jeunesses. Et le maire qui était pas très connu, Stéphane Delpera, qui était arrivé peu de temps avant à Saint-Médard, il a tenu à faire des mercredis du maire. Et donc c'est des instances où on va donner de l'information. Voilà. Ça me permet de suite de vous parler de ça. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'échelle de la participation ? J'imagine. Voilà.
Alors désolé, j'ai pas des feutres, vous voyez pas trop. Donc l'échelle de la participation, elle est constituée. Alors c'est un truc qui vient de Arnstein, qui avait bossé au niveau des enfants et tout ça il y a très très longtemps, hein, dans les années 60, tout ça. Mais au niveau de démocratie, en fait, on considère qu'il y a 4 niveaux dans la participation. Il y a l'information, c'est le premier barreau de cette échelle. Le deuxième barreau, c'est quoi? C'est voilà, c'est la consultation. Troisième barreau, co-construction. Co-C, hein, je voulais l'écrire, mais comme de toute façon vous ne voyez pas avec mon stylo. Et le dernier barreau, c'est la co-décision. Voilà. Et donc, c'est la question de savoir, c'est où est-ce qu'on se situe à chaque fois qu'on met en place une instance, un machin, où est-ce qu'on est sur cette échelle de la participation. Quand on fait les mercredis du maire, on est typiquement dans l'information. C'est le maire qui vient raconter des choses. Voilà. Et c'est important, hein, il faut le faire. C'est le journal municipal, c'est de l'information. Voilà. Bon. C'est un peu, les journaux municipaux, c'est aussi un peu de la propagande. Voilà. Mais c'est de l'information quand même. Voilà. Un peu, tout est bien. Tout est merveilleux. J'imagine qu'avant, si je prends le journal municipal, tout est merveilleux. Peut-être, sauf sur la dernière page où il doit y avoir l'opposition qui parle un peu. Et après, on fait de la consultation. Mais si on fait de la consultation pour rien en faire derrière, c'est, voilà. Donc nous, on essaye de bosser là. C'est ça qui est intéressant. C'est comment on bosse à ce niveau-là. Co-construction, co-décision. Quand on dit que le Conseil citoyen choisit les projets du budget participatif, c'est vraiment eux qui décident. C'est la co-décision. C'est voilà. Alors après, tout ça, c'est nous qui déciderons, parce que ça sera voté au Conseil municipal, mais ça veut dire que ça procède de la confiance qui est réinstaurée et tout ça. Voilà, je passe un peu vite. Et nous, ce qui est super important, c'est ça, c'est les GEP, les groupes d'études projets. C'est vraiment l'instance qui est la plus importante pour nous. C'est-à-dire que quand on a un projet, on dit, par exemple, on doit refaire une école, et on dit, bah, il faut qu'on bosse avec les habitants pour refaire cette école. Avec les habitants, avec les usagers, avec les ATSEM qui sont dans l'école, avec les enfants, avec les instits, la communauté éducative et tout ça. Les parents d'élèves, bien sûr. Et donc, on va décider, on fait une réunion publique, ça ressemble un peu à ce que faisait Kingersheim, et on dit, qui c'est qui veut venir bosser là-dessus? On a dit que, par exemple, il y a 10 places pour des bénévoles, pour des volontaires, pardon, et puis on a tiré au sort 10 personnes. Voilà. Et donc, on réunit après ce groupe avec des agents, des élus, des habitants, et là, on va bosser tous ensemble. Les élus, notre boulot, si on est dans ce groupe, c'est de remonter la voix de l'ensemble de l'équipe municipale pour qu'elle soit prise en compte. Parce que les élus ont le droit d'avoir aussi des points de vue. Hein, voilà. Et au final, ben, on arrive à faire des trucs incroyables avec les habitants. Et cet exemple d'école dont je vous parle, le maire d'avant voulait en faire une. Sur le papier, ça valait 5 millions d'euros. Il voulait absolument faire une école incroyable. Alors il voulait tout raser l'école et puis en construire une autre. Enfin, je caricature un peu là encore. Nous, on a dit, bah, on va voir. Parce que surtout, on a vu les chiffres des enfants dans les écoles. Aujourd'hui, ça baisse plutôt. Parce qu'il y a moins d'enfants, parce que à Saint-Médard, j'imagine qu'avant c'est très cher et c'est pas forcément des primo-accédants qui viennent, plutôt des seconds-accédants, hein, qui viennent plutôt avec des enfants au collège, voire au lycée Michelet. On a parlé du lycée Michelet. Et donc la question, ça a été, bah voilà, on se met ensemble et on bosse. Et un petit exemple, quand on a commencé à bosser, tout d'un coup, il y avait des idées sur les plans, sur la façon dont il fallait faire, et les services techniques, ils nous disent, bon, bah maintenant, on fait un plan. Et on leur a dit, bah non, on va en faire 3, puisqu'il y a 3 pistes qui... Comment ça, on va en faire 3? C'est pas dans nos habitudes. D'habitude, on a une commande des élus qui nous ont dit, faites 3 esquisses et tout ça, et ça nous a permis de continuer à avancer. Et au final, l'école, elle a coûté 1,5 million. Voilà. Et il n'y a pas une plainte sur cette école. En tout cas, à ce stade. Elle a été ouverte il y a, enfin, reouverte il y a quelques mois. Et donc, c'est, voilà, parce qu'il faut aussi sortir de cette idée que des fois, les élus essayent de vendre, là. Si on laisse les habitants rentrer dans la décision, ils vont vouloir des trucs pharaoniques et tout ça. C'est pas vrai. Les habitants, ils veulent des trucs normaux. Et ils veulent des trucs utiles, des trucs intéressants, efficaces. Et tous les habitants que vous êtes là, que je suis, que voilà, eh ben on sait très bien ce que ça vaut l'argent et ce que c'est un budget. On n'est pas plus bête qu'un autre, hein, voilà, les habitants. Et ce qui est important, c'est que dans ces groupes d'études projet, en fait, c'est un groupe fermé qui va bosser pendant 5, 6, 7, 8 réunions, je sais pas, pendant 6 mois. Mais petit à petit, ils se connaissent, ce groupe. Ils construisent ensemble. Ils montent en compétences. Il y a les services techniques qui viennent leur donner des infos, leur expliquer des trucs. Pourquoi c'est important ceci, pourquoi c'est important cela. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Et moi, c'est
s'il y a des réussites chez nous, celle-là en est une. Voilà, les groupes d'études projet. Ouais, on en a fait une dizaine. Alors, je reviens à la fréquence commune. Donc, il y a des instances, des séquences. Et je vous montre par exemple une séquence démocratique, c'est un peu nos GEP, mais c'est sous une autre forme. Dans une station de ski, on a été accompagner cette station, le plateau des Petites Roches, pour décider avec les habitants ce qu'on allait faire de cette station, enfin ce qu'ils allaient faire de cette station. Ils ont décidé tous ensemble d'en faire une station 4 saisons, et donc de pas acheter de canon à neige, par exemple. Voilà, et on fera, s'il y a de la neige, on fera du ski, s'il y a autre chose, on fera autre chose. Voilà, c'est pas mal comme truc. Et puis l'autre exemple qu'on a accompagné, c'est Poitiers, 96 000 habitants. Donc à Poitiers, ils ont fait 2 grandes assemblées citoyennes et populaires. Et la première, tout le monde pensait parce que c'est les habitants qui ont choisi qu'on allait bosser sur l'écologie, qu'on allait bosser sur le transport, les mobilités à Poitiers, tout ça. C'était les gros sujets qui revenaient. Et en fait, les gens, ils ont voulu bosser là-dessus. Comment lutter contre les incivilités à Poitiers? Mais c'est pas lutter contre les crottes de chiens, et ça a été comment on fait pour que les femmes se sentent bien dans la ville de Poitiers, comment on fait pour que, je sais pas quoi, une femme avec un bébé puisse l'allaiter quand elle va à la mairie, comment on fait pour que des gens qui peuvent pas se doucher aient accès aux gymnases municipaux. Voilà, ça a été cette notion-là de l'incivilité et c'était beaucoup plus, intellectuellement, c'était beaucoup plus riche que des gens qui, dans des communes, des fois, foutent des pics pour empêcher des SDF de s'asseoir sur les bancs, quoi. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc les clés, quelques clés de la réussite, et puis j'en aurai bientôt fini, c'est d'abord le lien à la décision. C'est quoi le lien à la décision? Quel est l'enjeu de la participation sur ce sujet? C'est quoi le niveau de participation qu'on attend? Est-ce que c'est de l'info, de la consultation? Voilà. Et de temps en temps, on peut faire de la consultation, hein. C'est un sujet qui est pas mûr, on veut avoir un point de vue. Bah, le tout, c'est de le dire. Et c'est quoi le cadre non négociable? Les élus ont un cadre non négociable. Moi, j'ai accompagné la ville de Penn, petite commune dans le Tarn. Ils ont récupéré un centre de vacances. Ils ont dit, on va faire un travail avec la population pour savoir ce qu'on fait de ce centre de vacances. Mais ils ont dit, nous, dans notre cadre non négociable, d'abord, on n'a que 100 000 € sur la première année. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Ensuite, on voudrait qu'il y ait du logement dedans. Et puis après, on veut pas d'enseigne commerciale. C'était ça le cadre non négociable. Vous voyez, ils ont, par rapport à leurs valeurs, par rapport à ce qu'ils portaient, il y avait 3 choses qu'ils voulaient ou qu'ils voulaient pas. Donc là, il y avait de la marge, hein, et le projet, il est génial. Il y a une asso maintenant qui fait vivre ce lieu. Enfin, c'est incroyable. Donc ça, je vous en ai parlé. L'échelle de la participation, prendre des décisions avec, faire travailler sous contrainte, demander l'avis, transmettre les infos. Ce qui est super important, c'est la facilitation. C'est-à-dire que la démocratie, ça a un coût. Il suffit pas juste de se mettre dans une salle et tout d'un coup, on va être capable de décider ensemble. Il y a des gens qui savent faire pour aider les gens à bosser ensemble et à pouvoir co-décider. Voilà, ça s'improvise pas. Et nous, on bosse sur un truc que j'avais commencé à écrire ici. C'est le diamant de Kanner, ce qu'on appelle. C'est en 5 étapes. Ici, c'est l'information. Voilà. Et ici, c'est l'émergence d'idées. C'est la consultation. Et souvent, les villes, elles s'arrêtent à ça. Alors, il y a plein de gens, vous allez pouvoir trouver plein d'organismes qui font de la consultation, hein, avec des post-it dans tous les sens et tout ça, c'est super chouette. Mais si c'est juste pour s'arrêter là, ça sert à rien. Donc, j'espère que demain avant, vous allez plus loin que ça et que vous allez essayer de converger ensemble avec les habitants. Nous, souvent, on rajoute une étape de proposition après l'émergence, parce qu'à 50, c'est pas facile de faire une proposition, donc on va boire l'apéro, et on demande à 2 personnes de faire une proposition à partir de tout ce qui a émergé, pour se caricaturer un peu. Hein, voilà. Et après, on va, à partir de cette proposition, essayer de converger ensemble avec de l'intelligence collective, avec des méthodes de décision à 0 objection. Vous connaissez peut-être, qu'on appelait avant décision par consentement, mais on essaye d'enlever ce terme à cause de la connotation du mot consentement, donc on parle de DASO, décision à 0 objection. Comment on va choisir ensemble notre tête de liste? Voilà. On peut faire une élection sans candidat, par exemple. Cécile, chez nous, elle a été désignée par élection sans candidat. Moi, je vais à Bayonne dans 15 jours pour faire l'élection sans candidat de leurs 2 têtes de liste, pour la mairie et pour la métropole de Bayonne. Voilà. Donc, il y a des techniques qui existent. Et il n'y a rien qui est obligatoire. Mais je vous jure que le jour où on était 50, là, et que chacun à notre tour, on a dit qui c'est qui doit être tête de liste. Et qu'au fil du travail qu'on a fait, est apparue Cécile,
que vous avez vu en photo tout à l'heure, qui n'aurait jamais... Ah, vous avez une Cécile aussi. Ah, pardon. Enfin, pardon. Voilà, donc c'est pas le prénom, vous avez compris, hein, qui compte. Et que Cécile, elle n'aurait jamais été candidate. Jamais elle aurait dit, moi je veux être candidat pour être tête de liste. Mais c'est le collectif qui lui a demandé. Et ça change tout. Ça change tout dans le rapport à l'équipe, aux copains, tout ça. Et Cécile, elle a été une candidate hyper brillante. Voilà. À Saint-Médard, le 14 décembre est une fête nationale depuis cette date-là. On fait la fête tous les 14 décembre, le jour où elle a été désignée en 2019. Et vous voyez, quand je vous disais la tête de liste à la fin, nous on l'a désignée la tête de liste le 14 décembre. Voilà. Voilà. Il faut lever les freins matériels quand vous faites participer les habitants. Faut avoir des horaires et des durées de réunion adaptées. Pas à 8h30, non je déconne. faut proposer des gardes d'enfants, par exemple. Comment vous voulez que les femmes, souvent les couples monoparentaux, non ça va pas, un couple monoparental. Les gens monoparentaux, voilà. Et souvent c'est des femmes, c'est pour ça que je disais les femmes avec 1, 2 enfants. Comment vous voulez qu'elles viennent participer si on ne lui propose pas de garder ses enfants? Parce qu'elle n'a pas 100 balles à filer pour la soirée. Et voilà, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi pas? Ils l'ont fait à Poitiers. Ils ont défrayé des gens de l'Assemblée citoyenne et populaire. Ceux qui avaient des revenus les plus bas, ils leur ont donné un peu de sous. Voilà. Et pourquoi pas? Ils ont été retoqués par le préfet, mais ils ont gagné au tribunal administratif. La mobilisation, c'est comment mobiliser pour avoir une communication claire, pour coopter des acteurs, aller chercher les experts dont on a besoin, pour faire venir les volontaires, ce que j'appelle toujours les mêmes tout à l'heure, et c'est super important de les avoir, et aussi pour aller chercher des gens qui n'auraient jamais imaginé qu'ils pouvaient venir participer. Mais je vous promets que tous les tirés au sort qui viennent bosser dans des GEP et tout ça, ils ont une approche différente. Et ils se disent, et une fois qu'ils ont dit oui je vais venir, ils sont là à toutes les réunions. Et ils amènent autre chose, ils amènent une fraîcheur, ils amènent un regard citoyen et ainsi de suite. Voilà. Tac tac, il faut aller vers, il faut taper aux portes et tout ça. Et voilà, il y a Xavier, le maire de Castanet-Tolosan, à côté de Toulouse, là, il dit, parce que vous êtes dans la campagne, là, 1 heure en réunion, 1 heure sur le terrain. Voilà. Faut aller voir les gens. Faut aller voir les gens, faut taper aux portes, faut leur proposer des choses, faut les faire parler, faut faire des, je sais pas quoi, des porteurs de parole, enfin, il y a plein de techniques, quoi. Donc, tout ça pour dire, on peut faire autrement, on peut donner du pouvoir d'agir aux habitants des communes. Il y a bien sûr du pouvoir délégué, et moi il faut donner du pouvoir délégué pour qu'il y ait des élus qui administrent tout ça, qui organisent tout ça, voilà, mais qui à chaque fois que c'est nécessaire font venir les habitants pour participer. Parce qu'il y a une légitimité élective et il y a une légitimité politique, ce que j'appelle moi l'expertise citoyenne. Donc faut pas l'oublier, les habitants, les usagers et tout ça. Donc il y a un guide qui existe, La mairie est à vous, qui raconte plein de trucs que j'ai un peu raconté là, mais qui va beaucoup plus loin aussi. Donc j'en ai amené 2, parce qu'il m'en restait 2 à la maison, donc ça vous intéresse, voilà. Je le redis, pensez fonctionnement du collectif avant tout, pensez à votre fonctionnement de collectif, comment vous allez décider déjà ensemble, vous. Et voilà, et avant, ça se passe comment? C'est une photo de vente que j'ai trouvée sur Internet. Hein. Peut-être pas la meilleure, hein. Je connaissais pas petit coin et tout ça. Bon, désolé d'avoir été un peu long, Mathias, mais voilà, c'était pour... C'était pour vous faire un panel un peu de ce que moi, en tout cas, je ressens dans tout ça. Ok, si vous avez des questions, ce que vous avez... Je sais que Pierre, il en avait une tout à l'heure, il n'a pas osé. Emmanuel. Par rapport à la participation, est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a un pic au début, les gens spontanément ils sont participés au travail, et ensuite, en adolescente, dans le mandat, par rapport peut-être à la confiance qu'avaient les habitants envers la mairie, et participer moins, ou par exemple le tirage au sort, vous avez parlé tout à l'heure, permet aussi de ramener de nouveaux blancs au fur et à mesure. Ce qui est compliqué dans le mandat qu'on a eu, là, c'est le Covid. Donc on n'a pas pu faire des choses au début. Donc on a fait des choses en visio, machin, c'était pas simple, c'était pas facile. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'à chaque fois qu'on a voulu ouvrir un GEP, ou qu'on a fait notre convention citoyenne,
il y a des volontaires qui sont venus, il y a des tirs au sort qu'on a été chercher, et après les gens globalement ils ont participé. Parce que ce qu'on proposait était facilité, animé, organisé. Donc je dirais que ouais, il n'y a pas eu un pic ou un machin. Si, au début il y a eu les copains du collectif, forcément. Vous allez être un collectif de 100, 120 personnes, peut-être à la fin, au moment des élections. Et donc là-dedans, dans ce collectif, il y en aura 30 d'élus qui vont être à la mairie. Et les 90 autres, ils vont avoir envie aussi. Et donc, si vous proposez des instances, ils vont se dire « Ah, moi je veux bien voilà. ». Mais il faut pas faire de l'entre-soi. Donc, il faudra aller en chercher d'autres et ainsi de suite. Voilà, donc les copains, au début, ils sont à fond, et ils restent un peu à fond. Mais après, ça, oui, ça se calme. Et puis après, ça se vit, quoi, gentiment. Voilà. Est-ce que vous avez une feuille de route pour le tirage au sort? Ouais, on a... Enfin, une feuille de route, pardon. Pour savoir comment nous, on peut faire pour le faire. Ah, alors il y a... Au début, nous, quand on a tiré au sort des gens sur notre liste, nous, on avait fait le choix d'avoir 26 membres du collectif sur la liste, c'était 39, nous, et 13 tirés au sort. 8 issus de chacun des quartiers et 5 jeunes. Ah non, c'est pas ça. Non, mais c'est juste pour t'expliquer. Donc ça, on l'a fait, et on l'a fait à partir des listes municipales. Voilà, dans les bureaux de vote et ainsi de suite. Et donc ça, c'était assez facile, parce que les listes, elles sont accessibles, et on tirait monsieur machin ou madame truc, voilà. Maintenant, nous, le tirage au sort qu'on fait, on fait plus du tout ça, on fait du tirage au sort sur le cadastre. Et ce tirage au sort sur le cadastre, on a créé un logiciel pour faire ça, enfin un outil, qui s'appelle, attention, tirage au sort. Ouais, là, il y a du niveau là. Et donc tirage aux ors, et en fait tirage aux ors, ça permet à partir des données publiques, hein, à partir de cartes de géolocalisation, tout ça, je sais pas comment ça s'appelle, la géo truc. Et donc on peut même y rajouter les logements sociaux, par exemple, des choses comme ça, pour dire bah, je veux un peu plus de gens qui habitent dans des immeubles et des choses comme ça. Et donc on tire au sort des adresses. Et donc on tire par exemple le 26 de la rue Alfred de Musset. Voilà. Et donc on va au 26 de la rue Alfred de Musset et on dit bonjour monsieur dame, est-ce que dans cette maison il y a quelqu'un qui voudrait participer au GEP? Et ça c'est vachement bien parce que ça permet d'avoir des gens qui sont pas inscrits sur les listes électorales. Moi l'autre fois j'ai eu une dame biélorusse. Ben, elle est venue, elle participe, elle parle très bien le français, tout ça, sauf qu'elle n'avait pas le droit de voter. Donc je l'aurais pas trouvé sur les listes électorales. C'est pas un courrier avec Ah oui, oui, oui. Ah ouais, ça c'est une des clés aussi. Hein. Les élus de Poitiers, on a fait des porte-à-porte de ouf hein, pour. Il faut se déplacer, il faut proposer quelque chose aux habitants, il faut. Enfin voilà, c'est super important. Et il faut que les élus ils mouillent la chemise, quoi. Voilà. Donc c'est pas un courrier qu'on fait. Et après, donc si au 26, soit il y a personne, soit ils nous disent ça nous intéresse pas, et ben on va au 24. Ou au 28. Donc ça veut dire que c'est un tirage au sort en plus qui est efficace, puisqu'on n'a pas tiré une personne en particulier, on a tiré une adresse. Donc si vous sortez du 26, les gens ils vous ont dit non, et que vous voyez en face quelqu'un qui est dans son jardin en train de faire un truc, bah, vous allez le voir cette personne-là. Vous allez tirer au sort globalement une adresse par là. Voilà. Donc c'est comme ça. Vous pensez que c'est possible de faire ce genre de choses quand on organise par exemple des assemblées, Ah bah oui. Ah ouais, d'aller carrément dans les... Bah oui, vous allez chez les gens, on leur dit voilà, nous on est un collectif citoyen, ceci, cela, bah vous allez avoir une charte, vous allez avoir des éléments de com, vous allez savoir ce que vous avez à dire aux gens. Et donc justement, la semaine prochaine, on a une réunion publique sur les pistes cyclables à Vanves, venez en parler. Ou sur je sais pas quoi. Hein. Voilà. Donc ce tirage au sort là sur le cadastre, il est super chouette. Ouais. Et actuellement, nous ce qu'on a fait, parce qu'on essaye de rendre les outils le plus commun possible, accessible à tous. Et en même temps, bah, quand on se déplace, il faut bien que on soit un peu défrayé, qu'on se rembourse nos frais, que tout ça. Mais par exemple pour le tirage au sort, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et on a décidé de faire le truc à 50 balles pour n'importe quel tirage au sort, comme ça quelqu'un nous demande et on vous fait un tirage au sort sur vent, et voilà. Et on vous donne, hop, vous voulez 600 adresses, on vous donne 600 adresses. Nous, ça a été, sur le tirage au sort pour la liste, ça a été un coup de com' incroyable. On l'a pas fait pour ça, hein. Et on allait taper aux portes, et on a vu 600 personnes sur 10 000 foyers. Donc on a presque vu potentiellement 10% de la population, vous voyez. Et ça a été un coup de com' incroyable. Mais souvent, tu rééquilibres après hommes-femmes, jeunes... Oui, ben c'est ça, tu essayes de faire... Ouais, tu te fixes des règles. Alors nous, dans le tirage au sort, déjà, il y avait autant d'hommes que de femmes, autant de personnes, 50 personnes par quartier, et tout ça. Voilà. Ça, c'est le logiciel tirage au sort.
Ah non, puisque le logiciel, il sort des adresses. Nous, c'était sur les listes électorales. Le logiciel, il sort que des adresses, là. Pas en fonction des critères, il sort juste des adresses. Oui, il sort des adresses. Là, il va sortir des adresses. Okay. Et éventuellement, des choses sur le logement social. C'est-à-dire sur les types d'habitat. Et ces 600 personnes, en fait, c'était pour participer à quoi, en fait? Nous, c'était pour rentrer sur la liste. Pour rentrer sur la liste. Ouais. Okay. Donc c'était pas tirage au sort, vous avez gagné la bouche, hein, c'était c'était vous venez pour 6 ans, quoi. Voilà. Et donc on a réussi à en avoir 7. On en voulait 13, on en a eu 7, donc 4 jeunes. Et voilà, et ils ont tous participé à la campagne. Et quand on a fait l'ordonnancement de la liste, il était bien sûr évident qu'ils n'étaient pas en fond de liste. Hein. L'objectif, c'est si on va chercher des gens et tout ça, c'était voilà. Il y en a eu un qui a dit moi je voudrais pas être élu et tout ça. Donc lui il était plutôt en fond de liste, mais tous les autres étaient en position éligible. C'était vraiment l'objectif. Ses mains. C'est vague comme question, mais comment on peut s'organiser avant d'être à la mairie pour justement pouvoir faire ça? Est-ce que c'est le choix, est-ce que c'est dans le choix de l'attribution de chaque adjoint, de ce que va faire chaque adjoint? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant d'y être pour qu'au moment où on arrive, on ait déjà quelque chose qui aille dans le bon sens? Il faut y réfléchir parce que faut essayer d'y réfléchir, même si avant tout, là, c'est de construire un projet avec les habitants et ainsi de suite. Donc, faut trouver le juste milieu entre passer du temps en réunion pour se dire comment on va s'organiser, comment on va faire des poules d'élus, de machin et tout ça. Donc, faut essayer d'y réfléchir et parce qu'après, ça va très vite. C'est-à-dire une fois que l'élection est passée, il y a un premier conseil municipal où on va élire le ou la maire, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, on a donné tous les pouvoirs au maire, tous les pouvoirs. À ce moment-là. Et après, il va en redéléguer certains à certains élus qui sont adjoints, délégués. Nous, par exemple, on a fait un choix dans mais ça, on l'a réfléchi avant parce qu'on a eu 3 mois de Covid pour le contrat de coopération. Nous, on a fait le choix de dire tous les élus auront des indemnités. Et donc, on a créé 2 niveaux d'indemnités, enfin, sauf le maire. Le maire, il a les indemnités auxquelles il a le droit. Et après, on a 2 niveaux. Les adjoints ont 800 € et les délégués ont 500 €. Et tout le monde est conseiller délégué dans l'équipe majoritaire. Voilà, ça a créé 2 niveaux. Nous, dans notre vision d'équipe citoyenne, là, tout le monde pareil. C'était ça notre idée, plutôt. Voilà. Donc c'est pas forcément la panacée, hein, ce que je dis, parce que après, il faut tenir compte de plein de choses. Il y a des gens qui sont obligés de se mettre à temps partiel pour pouvoir bien exercer leur travail d'élu. Il y en a d'autres qui sont retraités, donc peut-être besoin de moins d'argent. Enfin voilà. Donc, mais faut réfléchir à tous ces sujets-là. Mais surtout dans les délégations. Comment on les crée, comment on les organise. Voilà. Si vous créez qu'un adjoint aux finances qui est tout seul et qui va jamais bosser avec les autres, bah, vous allez créer une réunion bilatérale entre le maire et l'adjoint aux finances. Quelque part, bah, vous créez une ligne de pouvoir. En revanche, s'il y a d'autres personnes qui bossent avec l'adjoint aux finances, ça peut être intéressant. C'est-à-dire, il ne s'agit pas que tout le monde parle de tout le temps. Ça n'existe pas, ça. Mais comment on crée des... À Castanet, ils ont fait des espèces de trinômes. Pour chaque délégation, ils sont en trinôme. Voilà. Et le maire, par exemple, comment ça se passe dans une ville? À Vanves, comme partout. Les gens, ils disent, tiens, vous êtes élu, je voudrais savoir ceci, mais est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous avec le maire? Parce que tout se passe avec le maire. C'est comme ça. Les gens, ils ont cette vision-là. À Castanet, Xavier, il dit, bah, moi, je sais pas. Allez voir. Moi, je suis pas, c'est pas mon pôle. C'est pas mon pool. Donc, allez voir tel élu, et ils vous répondront à votre question. C'est chouette. C'est changer un peu les codes aussi. J'ai 2 questions. Est-ce qu'il existe des outils pour mesurer la satisfaction? Vous montrez que ça se passe mieux ailleurs. Alors, nous on va le faire là sur la dernière partie du mandat. On veut mettre en place un observatoire un peu de la participation et donc on veut essayer d'aller jauger cette satisfaction. Moi, ce que je m'étais dit dans ma délégation, c'est avec les copains, là, on aurait réussi quelque chose si les gens nous répondaient en majorité. On sait qu'à Saint-Médard on peut participer. On n'y va pas forcément, mais on sait qu'on peut participer. Mais on l'a pas encore fait, ça. Voilà. Donc il y en a qui essayent de... De manière nationale, c'est pas mesuré? Non, je crois pas que ça soit réellement mesuré. Et si tu le fais de manière nationale, ça va plutôt être très déceptif, à mon avis. Non, je veux dire, dans les communes qui ont
Ah oui, non, non. Ah oui, oui, juste dans les communes participatives. Je sais pas s'ils en parlent dans le rapport, j'ai pas ce sujet-là, il n'a pas trop été abordé encore. En tout cas, pardon, en tout cas, les gens qui ont participé, quand ils sont interviewés, eux ils disent c'est super chouette. Voilà. On a participé à la construction de l'école. Nous, on a par exemple des, je sais pas si vous le savez, les départements, ils peuvent être en charge de ce qu'on appelle de la zone de préemption des espaces naturels sensibles, ZPENS, ça s'appelle. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les départements, avec les communes, c'est autour des rivières, souvent des fleuves et des cours d'eau et tout ça. Et donc souvent, les départements, ils créent leur zone de préemption. Voilà. Et puis, à un moment, c'est mis au devant de la population. Et là, il y a tous les gens qui gueulent « Waouh, on veut me préempter mon terrain et tout ça. Moi, j'ai un truc sur telle rivière et tout ça. » Voilà. Alors, c'est juste une zone où on pourrait préempter. Nous, on a décidé de ne pas le faire comme ça. On a décidé de le faire avec les habitants et avec les propriétaires fonciers. Et donc, c'est les propriétaires qui ont décidé des zones où ils pourraient être préemptés. Et bien, ça change tout. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas râlé après, puisque c'est eux qui ont décidé. Ok, je suis d'accord que... Et des fois, même, ils disaient, mais non, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller jusqu'au haut de la ripisylve, là, ou je sais pas quoi, enfin, tous ces sujets-là, sur les cours d'eau, sur tout ça. Donc, ouais, ceux qui participent, ils sont toujours contents. Voilà. Une deuxième question, c'est est-ce que il existe encore une opposition par système Non, parce que à Saint-Médard, enfin vous l'avez compris, nous on est dans un système un peu mixte à Saint-Médard par rapport à d'autres communes qui ont vraiment gagné tout seuls, comme à Poitiers ou d'autres. Alors à Poitiers avec des partis politiques, et puis d'autres où c'est que des citoyens. Voilà, à Auray, en Bretagne, il y a plein d'endroits, quoi. Et donc l'opposition, nous, elle existe toujours et elle est dans sa posture classique. Moi, j'ai essayé. Alors, mes copains élus plus traditionnels, ils n'étaient pas pour faire participer à l'opposition. Moi, j'ai essayé de proposer des fois, notamment quand on a fait la convention citoyenne. Est-ce qu'un élu de l'opposition veut venir travailler dedans? Donc, ils n'ont pas souhaité le faire. Donc, on est plutôt dans des positions classiques. Actuellement, comme nous, quand moi j'ai été élu d'opposition, au moins sur la première année, on était. Hein. Donc, c'est pas mieux d'un côté que de l'autre, de ce point de vue-là. Ça se passe comment la cohabitation avec les autres partis politiques? Ben nous, ça se passe plutôt bien. Je disais tout à l'heure, quand on a mangé un petit bout, on est toujours d'accord sur le fond. Et des fois, on n'est pas tout à fait d'accord sur la forme. Voilà. Et je dis souvent, moi, que c'est du 80-20, donc c'est déjà bien. C'est-à-dire que on est tous contents dans le collectif, et le collectif est content qu'on ait été élu et qu'on ait porté des choses, parce qu'on a fait bouger des façons de faire, et on a fait bouger des vraies politiques publiques sur la commune. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Et des fois, on se heurte sur le fonctionnement global, parce que par exemple, nos réunions de groupe Majo, c'est plutôt le maire qui va nous dire un certain nombre d'éléments, et on est plutôt dans une réunion d'information. Alors que on devrait être dans des réunions où on débat tous ensemble. Qu'est-ce qu'on veut faire pour la ville? Voilà, comment? Là, par exemple, parce qu'on a décidé globalement de repartir ensemble, plutôt sur l'esprit. Nous, on a amené avec le collectif un certain nombre de suggestions, préconisations, voilà. Et on voudrait donc que la campagne elle commence dès maintenant. Et pour l'instant, on en est loin, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est pas parce qu'on est des élus en place qu'il faut pas aller voir la population et travailler avec eux. Voilà. Donc, globalement, ça se passe bien. Et puis, des fois, sur la forme, sur la façon de faire, sur la façon de prendre des décisions, il y a eu des fois des décisions de prise un peu unilatérales. Par exemple, je vous en donne une. Vous savez qu'il y a la LGV, la ligne grande vitesse, là, qui doit se faire entre Bordeaux et Toulouse, et aussi pour aller après en Espagne. Le maire, chez nous, il siège à la métropole de Bordeaux. Et c'est à la métropole de Bordeaux que sont tenus des débats là-dessus et pris des décisions. Et donc lui, il a voté pour la LGV avec son groupe politique, qui est le groupe socialiste, et ainsi de suite. Voilà. Et donc nous, on aurait aimé que cette décision et que ce vote, il soit plus un vote où il porte la voix de l'équipe municipale, voire de la population de Saint-Médard. Et en fait, il a voté tout seul. Voilà, par exemple, mais globalement, c'est très positif ce qu'on a fait. Voilà, moi, je suis vraiment pas déçu de ce qu'on a pu faire tous ensemble. Voilà. Oui.
c'est peut-être une question de détail, mais quand une équipe comme ça arrive dans une mairie, comment ça se passe avec les services techniques et administratifs qui sont habitués à d'autres fonctionnements? Ouais. Alors oui, quand on arrive avec un fonctionnement d'équipe horizontal et on arrive face à une verticalité des services municipaux. Voilà. Donc ça peut se cogner. Petit à petit, on fait un peu bouger les choses. Et souvent, l'organisation de la mairie, souvent il y a le fonctionnement politique qui se met en place, et l'organisation après des services s'adapte un peu à l'organisation politique qui est proposée, suivant les délégations telles qu'elles sont conçues et tout ça. Mais en revanche, vous garderez, quoi qu'il arrive, l'organisation hiérarchique qui existe, de la fonction publique territoriale et tout ça. Moi, je sais que, par exemple, sur ce qu'on essaye de changer, c'est que nous, à Saint-Médard, là, tout ce qu'on a fait, on l'a facilité nous-mêmes. Parce qu'on avait la capacité d'avoir des gens qui étaient habitués à faire de la facilitation et tout ça. Et donc, on a fait monter en compétence des agents sur le sujet de la facilitation. Et donc, ça, c'est chouette. Et on a fait un pool d'agents qui sont... oui, donc on le fait en interne. Mais ça veut dire que dans ce pool d'agents, de facilitateurs, il y a des élus comme moi, il y a des agents, et dans les agents, il y a des catégories C, il y a une DGA, et voilà. Et on bosse tous ensemble. Donc au moins dans ce pool-là, on réfléchit ensemble, qui c'est qui va aller faciliter, qui c'est qui est disponible. Il n'y a pas de chef, on est tous, on discute ensemble, on échange, voilà. Donc on essaye d'adopter des principes comme ça. Mais c'est pas facile, parce qu'il y a quand même une hiérarchie chez les agents. Voilà. Donc ça, il faut la respecter, en même temps, c'est normal. Hein. Et puis en tant qu'élu, c'est pas nous les chefs des élus, enfin les chefs des agents, pardon. Et des fois, il y a des gens qui mélangent la fonction d'élu et la fonction d'agent. Voilà. Nous, on est là pour porter, en tant qu'élu, pour porter des politiques publiques, voilà, qui après sont déclinées grâce aux agents, notamment. Pour la prochaine élection, est-ce que le maire joue le jeu de se remettre de mettre une position dans ce jeu? C'est une des discussions qu'on a. C'est-à-dire que moi, si vous me demandez, je pense qu'il faut que ça soit lui qui soit la tête de liste. Parce que c'est super chouette, ça se passe bien, il a une certaine façon de travailler et tout ça qui est super chouette. Voilà. Et donc j'aimerais qu'à un moment, tous ensemble, on se dise, ok, parmi nous, qui c'est qui doit être maire? Et il serait légitimé à 100%. Je regarde la caméra, parce que s'il voit ça... mais voilà, c'est pas dans les habitudes. Là, c'est plutôt évident que ça doit être le maire. Voilà. Nous, on a fait un truc là, avec le collectif, on a sollicité justement l'ensemble des élus pour qu'on se mette à travailler sur le programme et sur le projet. Voilà. Et il y a plein d'élus qui ont gueulé. On dit, c'est pas à vous de proposer ça, c'est une prérogative du maire. Pourquoi ce serait une prérogative du maire de décider quand est-ce qu'on fait la campagne et tout ça? Mais on a tellement de codes qui sont ancrés dans les fonctionnements traditionnels, et ben voilà, on a du mal à en sortir de ces codes. C'est un vrai sujet. Mais je le redis pour la caméra, je pense qu'il faut que ce soit Stéphane la tête de liste aux prochaines élections. Et comment vous arrivez à continuer à faire vivre le collectif citoyen? Ouais, alors un peu partout. Comment on s'arrête quand il y a des blocages de ce type-là, où on voit que politiquement, il ne va pas changer? Ouais. Voilà. Alors déjà, un peu partout, il va falloir se rendre compte que le collectif, il va grossir, là, ici, à vendre. Comme nous, ça avait été à Saint-Médard, on a fini à 100. Et tout d'un coup, il y en a qui vont être élus. Et je vais répondre à ta question. Et il y en a qui vont devenir élus. Et souvent, ceux qui deviennent élus, c'est un peu, même s'il n'y a pas de chef et tout ça, c'est un peu les leaders du collectif. C'est comme ça. C'est parce que le collectif, il y en a qui sont là parce que ils sont sympathisants, ils sont contents et tout ça, mais ils n'ont pas envie d'être élus et ils pensent que c'est important que ceux qui sont un peu leaders du collectif, ils soient eux les élus. Et donc, il va y avoir, après les élections, une espèce de soufflet qui retombe dans le collectif. Parce que non seulement on est moins nombreux, on n'a plus rien à faire, entre guillemets, là tout de suite, il n'y a plus une élection à gagner, et puis ceux qui organisaient les réunions, tout ça, ils sont devenus élus, et donc ils font autre chose. Donc tous les collectifs, dans toutes les villes participatives, ils ont un peu diminué. C'est retombé à 30 personnes, des trucs comme ça. Les élus essayent de rester dans le collectif.
bien évidemment, et pour échanger et tout ça. Sauf que quand on se fait des réunions, bah, les membres du collectif, ils disent racontez-nous. Et puis avec des élus qui parlent, ça va pas. Enfin, tu vois, il y a des trucs un peu comme ça. Et puis oui, des fois il y a des trucs un peu déceptifs. Et donc il y a des gens, ils disent non, ça me va pas. Moi je voudrais qu'on recommence comme la dernière fois. On remet tout à zéro. Voilà. C'est le débat un peu partout là en ce moment à Poitiers, à machin. Voilà, à Poitiers, ils considèrent que Léonore, faut qu'elle reste tête de liste. C'est par rapport à une certaine cohérence de ce qui s'est passé. Et pour beaucoup, c'est ça. Et puis pour d'autres, il y en a qui voudraient peut-être qu'ils redémarrent tout à zéro. Enfin, je connais pas, j'ai pas été discuté plus avant de ça. Mais non, mais il faudra demander. Je sais qu'il y a Julie qui vient. C'est ça? Julie viendra. Voilà. Mais Julie, elle fait partie de la horde là, de ceux qui facilitent des villes. On a été ensemble à Châteauroux avec Julie. On a animé toute une journée de travail avec Châteauroux. C'était trop bien. Et avec le temps, quand il y a un mélange collectif parti, est-ce que ceux qui viennent du parti ne sont pas forcément cette culture du collectif, etc. Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a une espèce de je sais pas, voilà, est-ce qu'on apprend les uns des autres? Est-ce que Moi, dans mon expérience, les citoyens sont restés entre eux. Et nous, c'est beaucoup le PS. Le PS est resté entre eux. Voilà. De temps en temps, il y a des petits échanges, mais ça reste... on n'est pas resté si vous, demain, il y a un collectif qui réunit plusieurs partis, je sais pas, et des citoyens, je pense qu'après, le collectif, il changera, il évoluera. Enfin, je veux pas faire Madame Soleil, hein. Mais voilà, mais parce que aussi, les gens qui sont dans des partis, et c'est respectable, ils ont aussi leurs instances à faire vivre, à faire avancer, à fonctionner, à faire fonctionner, donc, voilà. Mais par exemple, nous, on s'est heurté à un truc, assez rigolo, c'est que, arrivent juste après les élections municipales, les départementales. Et là, on se pose pas la question, est-ce qu'on fait un truc avec citoyens, pas citoyens? Donc, il y a un groupe qui se présente du PS pour les départementales, mais il y a aussi un groupe communiste. Et les deux, ils sont sur la même équipe, dans la même équipe municipale. Et alors nous, on est là, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on était bien embêtés, quoi. Et donc, on réunit le collectif, on discute, puis on dit que, bah, on prend pas part à cette élection. Enfin, voilà, pourquoi on soutiendrait plus d'eux que deux autres? Voilà. Alors, bien sûr, le maire, lui, il était plus pour certains que pour d'autres. Mais voilà, donc nous, c'était 4 personnes du collectif, enfin, de la liste, de l'équipe municipale, bah, on n'a pas, voilà. Donc on a rien fait à ce moment-là. Donc on s'est fait engueuler parce qu'on n'avait pas pris parti pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Nous on a dit bah ouais. Et dans les méthodes participatives, justement, est-ce que les gens voient que ça fonctionne, qu'il y a une intelligence collective qui fonctionne, etc. Est-ce qu'ils ne se disent pas, encore une fois, tous ceux qui ne sont pas du collectif, même s'ils ne sont pas des partis, ils ne se disent pas, bon, on pourrait effectivement développer ça, aller là-dedans. Voilà, essaye, que ce soit le maire, par exemple, aller plus dans cette direction-là. Non, c'est pas... Si, moi, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'on réussit à faire des trucs et qu'on fait des trucs, tout le monde est super content. Voilà. Mais c'est pas un postulat de base au départ. Voilà. Moi, une fois, je rigole avec ça, mais on me demande, sur un séminaire d'équipe municipale, on me dit, Bruno, tu veux pas nous aider à animer, mais surtout, il faudrait pas qu'il y ait de post-it. Voilà. Ça veut tout dire, cette petite phrase. Voilà, parce que le post-it, c'est quand même l'essence même, j'ai toujours des post-it, vous voyez, l'essence même de la participation. Il n'y a pas 50 000 trucs, il y a le post-it, la gommette, le paperboard, voilà. À partir de là, on déplace des montagnes. Je sens que l'intelligence collective, ça fait des meilleures décisions et ça prend plus de temps. Est-ce que tu as l'impression que ça a été plus long, que ça a été plus chronophage? Du coup, vous avez appliqué les méthodes sur moins de décisions que vous avez pu prendre si ça avait été décidé derrière ça. Bah, au début, tu as toujours plein d'ambitions. Tu te dis, tu vas le faire pour tout. Puis dans les faits, tu peux pas le faire pour tout. Ça a été un des problèmes de Saillant, qui a fait 500 réunions publiques, et donc ils ont voulu faire trop de choses. Donc il faut choisir ses combats à un moment donné. Voilà, et il faut se dire, il y a des sujets dans la mandature qui sont intéressants de travailler avec la population. Il y en a peut-être 15, 20, je sais pas. Enfin, voilà, on va pas
demander à tout le monde est-ce qu'on prend des Twingo ou des C3 pour la flotte de voitures municipales. Vous voyez, bon, voilà. Et donc oui, c'est plus long. C'est toujours plus long que quelqu'un dise on va faire comme ça. Sauf que c'est ce qu'on n'arrive pas à mesurer, c'est tout le temps que tu gagnes après. C'est-à-dire nous, si on décide de faire l'école, nous tout seuls, qu'est-ce qui se passe après? On fait l'école, et puis les gens ils gueulent. Parce qu'elle n'est pas ceci, parce qu'elle n'est pas cela. Moi, je vous jure que quand il y a une ADSEM qui m'a dit, mais elle était en larmes, elle me dit, mais on a pensé à la taille du KGB pour mettre mon chariot. Et ça fait 20 ans qu'elle peut pas mettre son chariot à l'intérieur avec ses produits d'entretien et tout ça. Mais voilà, pour moi, c'est ça des victoires. Et c'est tout le temps que tu gagnes après. Donc oui, c'est un peu plus long dans la construction, bien évidemment. C'est plus long que de dire, je fais comme ça. Voilà. Mais comment tu mesures ce gain de temps? Ben, c'est tout le truc pareil, entre le préventif et le curatif, entre tout ça. Hein, sur le long terme et sur le ben oui. Alors sauf que, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que la seule préoccupation souvent des élus, c'est de se faire réélire la fois d'après. Ouais, et donc faut sortir de ça. C'est de se dire, on est de passage pour faire un truc, pour amener des choses, et même si on fait le PLU la dernière année parce qu'il faut le faire et qu'on perd, on proposera d'autres choses et on continuera à travailler peut-être dans le monde associatif, puis après on se représentera aux élections, on amènera encore d'autres choses. Enfin voilà, moi c'est un peu ça ma conviction, il n'y a pas de règle après plus que ça, mais moi je crois beaucoup à ça, quoi, au fait de tout ce que tu construis à plusieurs, eh ben c'est beaucoup plus solide que voilà. Et pour autant, tous les élus qui sont en place, à Vanves aussi, ils veulent pas le mal des habitants de Vanves, les élus actuels. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sauf qu'ils veulent le faire qu'à leur sauce. Et alors que ce que nous on dit, c'est faisons-le à la sauce de tout le monde. Voilà, de tout le monde. Essayons d'avoir différents points de vue et tout ça. Voilà. Personne dehors, mais je me lève. Ouais, on va. Ça aussi d'accord. Non, mais moi je pourrais parler longtemps. Non, mais j'ai promis un verre, il y a des snacks et tout. Ah bah oui, on continue à discuter de façon. Non, mais déjà ça m'ennuie d'être juste dans l'aller-retour comme ça, dans les discussions, et puis mais vous avez plein de choses à travailler ensemble. Merci encore. Ouais.